Eh ben on est parti, bienvenue à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de ce podcast. La dernière fois, on a revu les sorties de juillet 2025 et aujourd'hui, je voudrais profiter de la sortie d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les types de tâches personnalisées en français, Custom Task Type en anglais. Pas facile à dire. Voilà, pour discuter déjà des types de tâches existants et de pourquoi ce nouveau type de tâche peut être intéressant pour nous. Pour rappel, on est en août 2025, donc ce qu'on va dire ici ou présenter ici est valable en août 2025, et la fonctionnalité va évidemment continuer à évoluer. Comment ça va Arthur aujourd'hui? Ça va, super, toujours autant passionné des fonctionnalités d'Asana, donc hâte de la découvrir, redécouvrir les custom task type, dur à dire, ensemble aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte. Trop bien. Est-ce que tu veux redire un mot sur qui tu es et qui est Aïdou? On l'a pas fait la dernière fois te concernant. Ouais, donc Arthur, consultant expert Asana chez Aizu. Aizu, on est des solutions partners d'Asana, donc on accompagne tous les clients d'Asana et les futurs clients d'Asana avec leur licence ou alors avec une partie service du conseil. Donc voilà, pour tous vos besoins Asana, n'hésitez pas. Et d'une manière plus globale, on fait de la gestion du travail, donc on aide les gens à prendre un peu de recul sur leur processus, sur leur organisation et à gagner du temps et de la clarté au quotidien. Alors, on va pas beaucoup partager l'écran hein, puisqu'on a certaines personnes qui nous écoutent uniquement, mais malgré tout, je voudrais montrer quelle est cette nouvelle fonctionnalité avant de discuter de l'existant. Là, sur mon écran, vous avez un processus que nous, on montre souvent en démo, qui est un processus de ticketing finalement, pour des services informatiques qui fait de la gestion de tickets. Et en fait, ce qui est nouveau, c'est ce que vous voyez ici. Donc, si vous connaissez bien Asana en haut de l'écran, vous avez un bouton qui est compléter la tâche ou marquer comme incomplète. Et en fait, là, la nouveauté, c'est qu'on va pouvoir complètement personnaliser les options qu'il y a dans ce menu déroulant avec un nom, mais aussi un petit picto qui va venir se placer ici à gauche dans la vue liste. Donc là, la vue liste, elle est groupée selon le type. C'est un cas un petit peu particulier. Mais en tout cas, on voit des petits pictos qui apparaissent comme ça. Et donc, c'est vraiment ça la grande nouveauté de cette fonctionnalité. Sachant que, selon moi, il existe déjà en fait trois types de tâches dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui pour prendre un peu de recul. Le premier, c'est les jalons. Le deuxième, c'est les approbations. Et le troisième type de tâche, j'appelle ça un type de tâche, mais c'est les tâches classiques sur lesquelles on aurait mis un statut sous forme de menu déroulant ou pour lesquelles on aurait utilisé un emoji particulier ou un nom particulier. Et donc, je voudrais aujourd'hui qu'on couvre du coup les quatre types et qu'on discute un peu des avantages et des inconvénients. Est-ce que ça te va, Arthur? Génial, super thématique, merci. Est-ce que tu as un favori dans les quatre types que j'ai évoqués? Moi, j'ai un petit chouchou, mais je voulais savoir pour toi. Là, moi, j'adore les jalons et si tu me donnes l'occasion, j'expliquerai pourquoi. Et ben moi, j'adore et je déteste les approbations, donc on va pouvoir en parler. Commençons par les jalons. En termes de plan Asana, les jalons, ils sont accessibles à tout le monde. Ils sont accessibles en starter. Alors j'ai un petit doute s'ils sont accessibles dans la version gratuite, mais je ne crois pas. Ils sont accessibles à partir de starter. Et si tu veux nous expliquer un peu comment ils marchent, à quoi ils servent, on est parti. Bien sûr, alors les jalons, ce sont des tâches déjà qui se complètent comme une tâche, mais des tâches qui vont avoir une importance particulière et qui vont souvent marquer les grandes étapes d'un projet. Donc j'avance dans mon projet, je complète une grande partie de mon projet, ça peut être souvent à la fin d'une section, et je vais mettre un jalon qui représente un peu la fin de cette section et cette première étape que j'ai franchie. Donc des tâches qui se comportent comme des tâches, mais des tâches qui ont une valeur dans Asana un peu plus forte. Donc elles sont en gras, mais ça c'est visuellement. Elles ont un petit rectangle, mais ça c'est visuellement. Mais surtout, en fait, elles vont créer de l'information macro. Donc souvent, les managers, quand ils se placent au-dessus, alors on l'a dans la vue aperçu, on l'a dans la vue portefeuille. On va retrouver là, par exemple, sur l'écran, les jalons. Et donc moi, je suis un manager, ou plutôt que de regarder toutes les tâches de mon projet, de rentrer dans le détail et de m'encombrer de ces détails, je vais regarder que les jalons et au moins, je suis vraiment au courant des grandes étapes clés de mon projet. Et pour finir, on voit bien que comparé avec la fameuse colonne de progression des portefeuilles en pourcentage, on voit bien que les jalons, ça apporte vraiment une valeur supplémentaire parce qu'on sait à quelle étape on s'est arrêté, on sait quand est la prochaine étape si on passe sa souris dessus. Et donc ça a vraiment une valeur précise sur les grandes étapes d'un projet. C'est très pratique dans la gestion de projet. Oui, pour moi, si on est prêt à utiliser des jalons et notamment à les définir dans les modèles de projet, parce que du coup, on gagne du temps, on standardise. Si on a des jalons, pour moi, notamment dans la vue portefeuille, on peut complètement se passer de cette progression en pourcentage
qui veut pas dire grand-chose au final. Là, on voit typiquement que le 16% ne nous apporte pas énormément d'informations, alors que le un jalon sur 4 est en retard et aucun autre n'a été complété, et une info quand même beaucoup plus intéressante. Bien d'accord. À noter également dans les spécificités des jalons, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de date de début, donc on n'a qu'une date, qu'une due date, une date d'échéance. Et visuellement parlant, dans la chronologie et dans la vue Gantt, ils affichent une barre verticale qui va être soit verte si le jalon est dans les temps, soit rouge si le jalon est en retard. Ce qui peut visuellement aider en fait à s'organiser et à voir le point de bascule avant, après le jalon. Et je rajouterais aussi que dans la vue chronologie des portefeuilles, qui est une vue qu'on oublie un petit peu, on va retrouver les jalons de manière visuelle. Et c'est les seules tâches finalement qu'on peut voir à ce niveau-là dans la chronologie des portefeuilles. Tout à fait. Donc moi, s'il y avait un mot pour résumer les jalons, je dirais qu'ils sont sous-estimés, sous-utilisés. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais globalement, la plupart des clients ne les utilisent pas. Et c'est quand même dommage. 100%. À partir du moment où on essaie d'avoir une vue d'ensemble sur un groupe de projets, il faut tout de suite penser à insérer ces petits jalons dans les projets ou dans les modèles de projet. Type numéro 2, les approbations. Les approbations qui s'appellent approval en anglais, qui sont dans le plan advanced, donc le plan qui est supérieur. Euh, alors là, j'ai les deux sons de cloche. J'ai des gens qui les détestent et j'ai des gens qui m'ont applaudi le jour où j'ai montré ça dans des amphis. C'est déjà arrivé d'avoir 50 personnes qui deviennent complètement dingues quand on leur montre les approbations parce que c'est un outil c'est très orienté marketing. En marketing, ils ont beaucoup ces process de je crée des visuels, je fais de la créa et je récupère l'approbation de quelqu'un. Alors on va montrer à quoi ça ressemble. J'ai un petit doute sur est-ce qu'on en a dans le projet, mais on va en créer une. En fait, c'est tout simple, hein, on fait un clic droit sur une tâche, on a convertir en, et là vous voyez du coup les trois types dont on va parler aujourd'hui, et notamment approbation. Et quand on clique sur approbation, finalement on se retrouve avec en haut des options qui ont changé. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, sauf que ces options, on ne peut pas du tout les modifier, elles sont vraiment figées dans le marbre. Alors, pourquoi les gens les adorent? Bah, parce qu'en fait, c'est une manière assez ludique de demander l'approbation de quelqu'un. Notamment, je réalise un visuel, j'ai une tâche pour réaliser un visuel, j'assigne la tâche à mon manager et je transforme cette tâche en approbation. Comme ça, le manager, il a juste à répondre. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est très ludique. Après, pour moi, il y a beaucoup de limitations. La première limitation, c'est qu'en fait, on va assez rarement dire oui, non, ou il faut faire des changements sans expliquer. Donc finalement, choisir les options, si je les remets ici à l'écran, l'option notamment rouge ou orange, en fait, vont toujours donner lieu à des explications. Donc finalement, cette espèce de petit raccourci visuel a assez peu d'intérêt, puisque de toute façon, il va donner lieu à des échanges, notamment en commentaire. Autre problème qui est le problème majeur de ce type de tâche à l'heure actuelle, c'est que les trois options qui sont là, verte, orange et rouge, sont considérées comme étant des complétions de tâches. Donc techniquement parlant, la tâche, elle est complétée. Donc partout où vous avez des filtres sur le statut ou des tableaux de bord ou des choses comme ça, la tâche va être complétée. Et donc notamment si vous avez un filtre pour n'afficher que les tâches qui restent, et ben en fait votre approbation disparaît. Et là où ça devient un petit peu bête, c'est qu'en fait si vous faites une approbation et que vous dites je demande des changements, bah, la tâche disparaît. Elle disparaît des écrans mes tâches, elle disparaît de partout. Et donc à moins d'avoir une règle d'automatisation qui éventuellement la réouvre, change son statut, etc., vous pouvez potentiellement perdre le fil. D'autres retours sur les approbations, Arthur? Je dirais que c'est très utile quand on veut vraiment aussi enregistrer de manière très claire le fait que quelqu'un a approuvé quelque chose, parce qu'en fait, l'outil va enregistrer le log de l'activité, dans Asana, il y aura marqué telle personne a approuvé à telle heure, telle minute. Et donc ça, c'est une valeur qui rassure parfois des clients qui sont sur des process un petit peu officiels et qui ont besoin d'avoir cette vérité qui est enregistrée dans l'outil. On a même eu des clients qui travaillent dans le domaine bancaire et qui se servaient de ces approbations. Alors c'était marketing bancaire, mais qui se servaient de cette information comme preuve que ça avait été approuvé par le marketing, même dans un milieu assez strict comme la banque. Et je montre là à l'écran le use case principal officiel des approbations, c'est une utilisation plutôt en sous-tâche, où on a une tâche principale qui va contenir l'action de créer quelque chose et des sous-tâches qui vont contenir les différentes versions. Et là, quand on commence à utiliser l'approbation en sous-tâche, on se rend compte que c'est beaucoup plus clair. On a notamment cette historique, comme on le voit ici, version 1 qui a été rejetée, version 2, il y a des changements demandés, version 3 acceptés, et on a cette capacité à vraiment analyser le passé. Donc là, ça marche beaucoup mieux
et on a moins ce problème de la tâche disparaît et je la perds de vue. Dernière chose sur les approbations, pourquoi c'est mon chouchou? C'est parce qu'en fait, j'utilise les approbations, je dirais une bonne dizaine de fois par jour pour annuler des tâches. Et donc typiquement, je vais faire un peu de ménage, on est dans un espace de démo, j'en profite, tac. Merci. Typiquement, si on décide qu'on ne fera pas cette tâche-là, qui est à l'écran, mais que malgré tout, on veut garder une trace du fait qu'elle était là à un moment, et on veut éventuellement garder les discussions qui ont pu avoir lieu, en fait, il y a une chose qui est très sympa, c'est de pouvoir convertir en approbation et rejeter. Et donc, j'ai pas techniquement demandé d'approbation à quelqu'un, mais par contre, on voit très clairement dans le projet, notamment dans la vue liste, que cette tâche, elle a été rejetée. Elle n'a pas été faite, mais elle est là, et donc j'ai gardé un peu un historique euh, de ça, et j'utilise ça tout le temps. Toi aussi, Et j'imagine? donc, ouais, tout à fait. Je pense qu'on pourra presque faire une transition sur les custom task type, parce ce qu'il faut savoir avec les approbations, c'est globalement, ça a besoin d'avoir un guideline, c'est-à-dire ça a besoin d'expliquer comment on va l'utiliser cette fonctionnalité au sein de votre entreprise. Et c'est ça qui est parfois un peu perturbant, parce qu'il peut y avoir plusieurs lectures en fait de qu'est-ce que c'est une approbation. Et donc, je trouve ça intéressant de voir sur la fonctionnalité des tâches des personnalisées qu'on va être capable de customiser, de personnaliser les approbations pour que ce soit clair, enfin pour les approbations, les types de tâches, mais pour que ce processus-là soit beaucoup plus clair et beaucoup plus parlant pour tout le monde. Ouais, alors avant qu'on passe au type de tâches personnalisées, c'est difficile même en français. Euh, D'ailleurs, j'en profite à tous ceux qui nous écoutent. Si vous voyez des traductions françaises dans l'outil qui sont pas bonnes, qui vous semblent incorrectes, n'hésitez pas à nous les remonter. Nous, en tant que forum leader Asana, on a la capacité à faire remonter à Asana des bugs, notamment de traduction, ce qu'on fait assez souvent, puisque bah, les ingénieurs peuvent pas tester dans toutes les langues, ils parlent pas tous français, donc parfois il y a des choses un petit peu étonnantes qui sortent, et donc n'hésitez pas à nous les remonter, on les fera passer à Asana avec plaisir. Donc on a vu les jalons en starter, on a vu les approbations en advanced, et on a le troisième type que j'ai appelé un type, c'est des tâches un peu normales pour lesquelles on va utiliser différents moyens pour faire en sorte qu'elles se démarquent du reste des tâches. Je vais prendre un exemple qu'on utilise énormément dans notre espace de démo. Donc si je vais par exemple dans un projet, je crois qu'on a Air France, qui est un projet qui montre, un projet fictif qui montre notre collaboration avec Air France en termes de conseils. On voit notamment dans cette section ici qui affiche les différentes étapes d'une prestation de conseil, on va avoir un devis, une facture et des réunions. Et donc là, on voit visuellement qu'il y a un type qui se dégage. En fait, pourquoi? Parce qu'on a utilisé des émoticônes dans le nom des titres. Donc là, chez nous, notamment chez Aidoo, on est vraiment à cheval là-dessus. Les emojis ont vraiment un sens hyper important. Et donc là, un devis a vraiment un émoticône très précis. Si je prends l'exemple des factures, émoticône facture qui permet de dire que c'est une facture, qui permet d'éviter d'avoir à écrire facture dans le titre, et donc ça fait gagner énormément de place partout dans l'espace. Et autre chose que l'on fait, c'est qu'on va placer toutes ces tâches-là dans un projet commun. Donc là, on utilise ce qu'on appelle le multi-homing, des tâches multi-projets, je crois qu'on appelle ça en français. Les tâches qui sont dans le projet Air France sont aussi dans d'autres projets en même temps, notamment un projet facture, dans lequel on va retrouver toutes les tâches de type facture. Et finalement, ce type facture, il est défini par le projet d'appartenance, mais aussi l'émoticône. Et en fait, le projet d'appartenance va ramener avec lui un certain nombre de choses, notamment tous ces champs personnalisés, toutes ces colonnes qui vont venir se rattacher à la tâche. Et c'est là où on va retrouver des statuts. Et donc ça va nous faire, je veux bien avoir ton avis là-dessus, mais ça va nous faire une transition aussi vers les types de tâches personnalisées. Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on commence à utiliser Asana, ça nous arrive de créer ce genre de menu pour identifier les différentes typologies de tâches et pouvoir avoir ce fameux menu, comme tu le montres à l'écran, de statut qui permet, avec un champ personnalisé, de le faire évoluer dans différents stades. Et c'est ce que, en effet, va permettre les types de tâches personnalisées, c'est de combiner à la fois la tâche et son niveau de complétion avec ce menu-là en une seule et même fonctionnalité. Alors nous, on est habitué à utiliser des tâches comme celles qui sont à l'écran avec un menu déroulant ici. Mais en fait, si on prend un peu de recul et qu'on se met dans les petites chaussures des nouveaux utilisateurs, une tâche comme celle-ci, quand on l'ouvre, finalement, elle a plein de champs, dont un statut qui se balade un peu quelque part, mais elle a aussi un bouton en haut pour la marquer comme terminée, ce qui du coup crée une sorte de dissonance qui consiste à dire, bah en fait, si je la marque comme terminée, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle est payée, qu'elle n'est pas payée, qu'elle est annulée? C'est pas clair. Typiquement chez nous,
On combine un peu les deux, c'est-à-dire que quand on marque une facture comme étant payée ici, ça va automatiquement la compléter. Donc on a vraiment la combinaison des deux. Et c'est ça qui finalement a donné naissance au type de tâche personnalisée qu'Asana vient de lancer. Et donc on va retourner un peu dans ce projet pour y jeter un œil. Donc comment ça fonctionne? Tu veux nous guider, puis moi je clique sur l'écran, Arthur? Ouais, volontiers. Alors, je suis pas un méga expert, mais je vais essayer. Donc, ça se passe tout d'abord dans le menu personnalisé. C'est là où vous allez créer ces nouveaux types de tâches. Et ça va être dans l'onglet modèle de tâches, qui existait déjà pour faire des modèles, mais là, ils l'ont combiné. Et donc, si on ajoute un modèle de tâche ou là, on modifie un modèle existant, on va se retrouver avec la possibilité, ce modèle-là, aussi de l'associer avec un nouveau type de tâche personnalisée et qu'on va pouvoir aussi personnaliser. Donc là, on retrouve bien les différents types de tâches qu'on a vues aujourd'hui, hein. Les jalons, les approbations à gauche et les tâches normales. Et donc maintenant, il y a un nouveau type qu'on a créé, que Bastien a créé, qui s'appelle demande informatique. Et on voit que ce nouveau type, il est associé à un modèle de tâche, mais surtout, on peut le personnaliser. Est-ce que tu peux cliquer sur voilà, les options de ce type de tâche? Donc là, on est dans la configuration vraiment des statuts d'évolution de ce type. Donc encore une fois, au lieu de mettre terminé, c'est un petit peu comme les approbations, on va avoir plusieurs choix. Sauf que là, les choix, on vient les configurer nous-mêmes. Et il va y avoir deux grands types de choix. Des choix qui vont compléter la tâche, c'est ce qu'on a sur la partie basse terminée, et des choix qui ne vont pas compléter la tâche. Et on va pouvoir choisir dans quelle catégorie on place ces choix. Exactement. Donc ce concept de compléter, non compléter est vraiment important puisque du coup il va avoir un impact sur tout ce qui va être filtre et reporting également. Surtout si vous vous mettez à compter des tâches complétées ou pas, plutôt que compter des tâches dans un certain type. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour information, le premier caractère qui est utilisé dans le nom est repris sous forme d'icône dans la mesure du possible, ce qui vous permet visuellement de voir un peu l'état en un coup d'œil. On va pas rentrer plus dans le détail de cette mise en place. Je pense qu'il faut que les gens testent pour se rendre compte. Comme on l'a dit, on est en août 2025. Cette fonctionnalité, elle vient de sortir. Il y a déjà eu des mises à jour au cours des dernières semaines suite à la sortie. Les mises à jour vont continuer. Notamment, je crois que les types de tâches personnalisées sont pas encore disponibles dans des choses comme les actions groupées. Donc ça arrivera. Et pour l'instant, du coup, un modèle de tâche et un type de tâche personnalisé est vraiment rattaché à un projet donné. Si je dis pas de bêtises, Arthur, on peut pas vraiment l'utiliser at scale partout dans tout notre espace. Tout à fait, sauf peut-être dans les actions groupées, dans les bundles en anglais, il me semble Mais je crois que qu'elles y c'est... sont pas encore et donc c'est pour ça que pour D'accord, l'instant on est un petit peu bloqué. ok. Mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez accès à ça dans tout votre espace. Alors, je fais un petit commentaire, j'en profite. Ce qui est intéressant aussi, c'est un petit tip, c'est que le modèle, ou plutôt le type de tâche personnalisée, on peut lui donner un nom. Et du coup, c'est la nouvelle composante que vous allez pouvoir utiliser dans votre projet au lieu des tâches. Donc, par exemple, si vous êtes dans un projet de facture, au lieu en haut à gauche, marqué ajouter tâche, parfois les gens ne comprennent pas, mais moi, je veux ajouter une facture. Pourquoi c'est une tâche? Mais là, maintenant, il y aura marqué vraiment ajouter facture. Et ça va clarifier aussi le type de tâche dans des projets un peu spécifiques. C'est effectivement ce qu'on a ici et si je ne dis pas de bêtises, pour changer ça, il faut aller dans Il me semble que dans c'est le titre du type de tâche. Oui, mais il y a pour définir le type par défaut, Ah je oui, me rappelle plus, c'est dans ici paramètres du projet. Voilà, donc c'est dans ah personnaliser yes. paramètres du projet, on définit le type de tâche par défaut, sachant que choisir un type par défaut ne vous empêche pas d'utiliser les autres. Donc on peut vraiment imaginer un projet où il y a des actions, mais aussi des demandes informatiques qui se mélangent. C'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander, mais en tout cas techniquement, c'est possible. Et je rajouterai un dernier truc qu'on peut utiliser par rapport au type de tâche et la possibilité de compter au niveau du dashboard combien de temps une tâche a passé dans les différents types. Et ça, je crois qu'avant, avec les champs, c'était pas forcément totalement possible. Mais maintenant, techniquement, on peut savoir du type ticket reçu à ticket en cours de traitement. On peut savoir combien de temps il y a eu entre les deux, faire même une moyenne et donc avoir accès à plus de données sur les évolutions précises entre les différents types de tâches et les statuts. Tout à fait. Pour conclure, les tâches classiques sur lesquelles on va mettre un émoticône, un statut, un menu déroulant, c'est assez facile à faire.
C'est utilisé depuis des années, donc il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. Ça a une excellente couverture fonctionnelle. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le truc de base à utiliser. Les jalons, c'est si vous avez des projets notamment standardisés, c'est intéressant d'avoir des jalons comme ça, vous pouvez comparer vos projets les uns aux autres. Les approbations, c'est très très spécifique, mais ça peut être très utile, notamment dans des cas où vous avez des managers qui n'ont pas le temps, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste dire oui, non, peut-être. Ça peut fonctionner dans ce cas-là. C'est très ludique, mais il y a aussi des limites, on en a parlé. Et le dernier type, les types de tâches personnalisées, ils viennent d'arriver, on vous laissera vous faire une idée. Nous, on va commencer à les utiliser gentiment. Et je pense que dans certains cas, il y a certains clients qui vont peut-être un petit peu mieux comprendre quand on fait des types de tâches personnalisées par rapport à des tâches qui auraient des menus déroulants un petit peu qui se baladent. Est-ce que tu es d'accord avec ce résumé et Ouais, ce tri? tout à fait. Et puis, type de tâche personnalisée, c'est un bon moyen de vous faire mousser auprès de vos collègues en leur proposant vraiment un workflow qui va correspondre à leur projet. Et vous aurez peut-être des applaudissements comme l'a eu Bastien il y a quelques temps. Trop bien. Merci. Merci Arthur. Pour rappel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous voulez une démo, si vous voulez qu'on regarde en particulier vos espaces et qu'on vous conseille finalement un accompagnement, ou si vous avez besoin de licence Asana, on est là pour vous aider. La semaine prochaine, si ça te va, on parlera d'AI Studio. On repassera en revue les différents plans. On parlera peut-être probablement un petit peu des prix, un petit peu des crédits, et de comment ça fonctionne et de qu'est-ce que c'est AI Studio par rapport aux autres fonctionnalités IA qui sont également dispo dans Asana. Génial. À la semaine prochaine. À bientôt.